Bonjour Pierre. On est heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez pris le temps de vous restaurer. Et pour affronter cette délicate question qu'est ces délicates questions que sont l'emballage. Et je suis heureux d'accueillir dès maintenant une troupe importante de présentateurs qui seront menés et animés par le rédacteur en chef de Liquide et Conditionnement. Peut-être vous connaissez cette revue tout à fait qu'on voit partout chez les professionnels de la profession, c'est comme ça qu'on dit. Et c'est Jean Poncet qui anime cette conférence. Bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de m'avoir présenté. Je vais vous présenter les autres participants à cette table ronde, surtout que ce sont eux qui vont parler et vous présenter justement leurs nouveautés et les nouveautés et les sujets d'actualité du secteur en ce moment. Alors, je vais commencer par la gauche et les jeunes femmes. Donc, nous avons Marie-Hélène Giovanassi, ou Nancy, comme on veut, donc du verrier Veralia, et sa collègue Faustine Joly, toutes les deux de Veralia, qui vont vous parler tout à l'heure de leur des bouteilles, vous l'imaginez. J'ai ensuite à ma droite Annette Frédinger, qui, vous le savez, est une experte internationale de l'emballage et qui est aussi au musée français de la brasserie, pas loin d'ici, à Saint-Nicolas-de-Port. Mais moi, je la connais depuis une éternité. Enfin, ça nous vieillit un peu, Annette, désolé. Et on s'est rencontrés dans des lieux improbables en Europe et en Afrique et ailleurs, où Annette conseillait souvent au nom soit de la Commission, enfin de l'Union européenne, soit d'ailleurs, sur des engagements d'emballage. Voilà. Alors, un long moment, mais c'est parce qu'on a une histoire commune longue, donc j'en profite. Et à droite, Didier Lofreda, qui est le dirigeant de l'Orge Imprimeur, fabricant, transformateur, imprimeur d'étiquettes de la région. Alors, on a le droit de le dire ici. Oui, on ne dit pas Lyon, on dit Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais plus précisément de la région lyonnaise. Il a beaucoup de choses à nous dire sur les étiquettes de bière que il y en a que vous connaissez et il y en a que vous allez découvrir avec des technologies qui sont particulièrement intéressantes. Alors, pourquoi les étiquettes sont intéressantes? Pourquoi la bouteille est intéressante? C'est parce que, vous le savez, on est confronté aujourd'hui à des pressions environnementales, des réglementations environnementales qui sont de plus en plus importantes et qui posent des questions sur l'usage des emballages, et notamment des emballages de la bière, les bouteilles. Et donc, on va parler de ça cet après-midi avec, dans un premier temps, qui va intervenir sur cette réglementation, Annette. Tu vas nous parler en prenant appui sur la loi AGEC qui transforme l'utilisation, comme vous le savez, dans AG, dans AGEC, c'est l'anti-gaspillage. Je crois qu'on s'en réjouit tous, mais c'est vrai que ça pose des contraintes qu'il faut maintenant suivre et avancer. Alors, en réglementation, j'ai parlé de l'Europe, que tu connais bien. À la base, c'est une orientation européenne, un chapeau européen. Bon, je te cède la parole et puis tout à fait. Peut-être. Alors, une chose, on va faire un peu comme à l'école. Si vous avez des questions, levez la main et n'hésitez pas. Je crois que tout le monde est d'accord ici à intervenir. C'est l'heure de la sieste après le déjeuner, donc il faut qu'on parle et qu'on échange, autrement on va tous s'endormir. Bon, vous ça se verra pas trop, mais nous oui. Donc
Je compte sur vous. Allez, Annette. Tout à fait, d'autant que, si vous permettez, on va commencer par des choses qui ne sont pas forcément très marrantes. Et je ne vais pas m'étaler sur ce synoptique que vous voyez là. Sachez que de toute façon, notre réglementation en France est toujours chapeautée par la réglementation européenne. Et qu'en matière de protection de l'environnement, le secteur de l'emballage est le premier à avoir bénéficié en 1994, vous voyez, c'est le numéro de cette directive européenne, 94 c'est l'année, 62 le numéro, donc dès 1994, l'emballage a bénéficié d'une réglementation européenne qui, vous le voyez là, vous définit un certain nombre de choses. Ce qu'on retiendra, c'est que vous avez l'obligation en tant que metteur en marché, donc ceux qui vendent des produits emballés, d'avoir fait déjà œuvre de prévention. C'est quoi la prévention? C'est réduire autant que possible, autant que faire se peut, les déchets d'emballage. Les déchets d'emballage, c'est vos emballages, quoi. Donc on vous engage aujourd'hui, depuis ces années, à réduire les poids, les volumes, les dimensions de vos emballages et les composants de vos emballages. Pour la bière, par exemple, on va avoir une bouteille, une étiquette, une contre-étiquette, un bouchon. On peut avoir ensuite un regroupeur de bouteilles, plastique ou carton, ou une caisse en carton. Donc tout ça, vous avez l'obligation de faire des efforts sur la réduction des quantités, des poids et des épaisseurs. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous le voyez, c'est les deux branches de cet organigramme, en quelque sorte. Tout ce qui est conçu pour la réutilisation et tout ce qui est conçu pour être ce qu'on appelle à usage unique ou le one-way, donc non conçu pour la réutilisation. Donc on va voir qu'aujourd'hui, c'est tout l'enjeu auquel vous aurez à faire face dès maintenant. Est-ce que il va falloir opter pour des quotas de plus en plus importants d'emballages réutilisables? N'oubliez jamais que qu'on parle d'un emballage à usage unique ou d'un emballage réutilisable, il doit toujours être recyclable. On va revenir en deux mots sur ce qu'on appelle le recyclable. Ce n'est pas nous qui définissons si un matériau est recyclable ou pas, même si technologiquement parlant, on sait le recycler. S'il n'y a pas de filière de recyclage en France, il ne sera pas réputé comme recyclable. Dites-vous bien que cette directive européenne, elle a fixé des quotas de recyclage et elle a été réactualisée 3 fois. Les prochaines perspectives, c'est 2030. Au 31 décembre 2030, 70% des emballages présents sur le marché européen devront être recyclables. Alors certainement que Verallia nous dira que le verre n'a pas trop de difficultés à tenir ses engagements, qui sont pour lui d'atteindre 70%, de 75% de recyclés. Mais bon, là, je laisserai aux spécialistes le soin de nous dire que c'est presque le meilleur élève de la classe. Mais bon, vous, brasseurs, vous pouvez aussi utiliser des canettes en alu, des canettes en fer blanc, et celles-ci, devront être recyclées à 80% pour le fer en 2030 et 60% pour l'aluminium. Donc ça, c'est le chapeau. Ben oui, mais vous savez qu'en Europe, les États membres, ils ont le droit de voir leur propre réglementation. Donc chez nous, en France, on nous a, excusez-moi de l'expression, un peu pondu cette fameuse loi AGEC comme de lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, qui est consécutif à la fameuse consultation citoyenne, dont vous avez certainement entendu parler, chacun pouvant abonder sur des propositions. Donc cette loi touche beaucoup les emballages en plastique, on ne va pas en parler ici, mais vous retrouverez les obligations qui découlent de cette loi sur cette présentation. Nous, on retiendra pour nous que cette loi, dans son article 5 et l'article 67, dit que la France se dote d'une trajectoire nationale qui va viser à augmenter le gisement des emballages réemployés dans une proportion de 5% de tous les emballages mis sur le marché en France en 2023, c'est quasiment demain, perspective qui doit porter l'ensemble à 10% en 2027. Cette loi, qui est parue au JO en avril, mentionne aussi, vous le voyez, dans son article 67, qu'on va créer une commission spéciale qui va étudier tous les produits mis dans ces emballages de façon à donner peut-être des obligations différenciées selon les produits, par les catégories de produits, donc en bien sûr proposant une marge de manœuvre qui devrait nous permettre d'aller bien au-delà.
Bien sûr, on s'est demandé en avril où on en est là-dessus. Écoutez, on a attendu, puis on a eu de la chance, parce que figurez-vous qu'en France, on a aussi, depuis le 22 août de cette année, une loi qui s'appelle Climat et résilience, qui reprend un certain nombre de choses génériques. Donc vous voyez surtout qu'en 2022, on va faire des tests pour permettre l'affichage d'un score environnemental sur toutes les étiquettes des produits conditionnés. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on va prendre comme méthode de calcul, quels sont les coefficients multiplicateurs selon les indices d'impact que l'on va prendre en compte. Tout ça est encore aujourd'hui à l'étude, parce qu'il y a déjà eu des initiatives, mais pour l'instant, elles n'ont pas fait l'unanimité. Il faut parler pour tous les produits. Donc on attendra l'année prochaine pour connaître les méthodologies qui vous obligeront à terme à imprimer ce fameux EcoScore, comme on a aujourd'hui, vous le savez, le Nutri-Score. Il est possible qu'on ait un affichage par couleur pour l'écologie, comme on l'a pour les valeurs nutritionnelles. Bon, vous voyez que cette loi oblige à 20% de produits non emballés. Annette, oui. Ou même pour l'électroménager, oui. La consommation électrique, ça s'en rapproche. Tout à fait. On est bien dans cette logique. Donc voilà, cette loi oblige les grandes surfaces à avoir au moins 20% de leur surface de vente en vrac. Dites-vous, je vais vous montrer des exemples tout à l'heure que la bière est concernée. Il y a des initiatives de bière en vrac dans des supermarchés aujourd'hui. Il faut voir ce que ça va donner. Mais surtout, ce qui est important pour nous, c'est que cette loi climat-résilience confirme ce qui a été défini au niveau de la loi AGEC, c'est-à-dire le développement des emballages réutilisables ou réemployables, composés en particulier de matières recyclables. Pour terminer sur le sujet, dites-vous qu'aujourd'hui, dans cette loi, on prévoyait la création d'une commission qui allait mettre en œuvre tout ça. Cette commission, elle est née. Et elle est en train de travailler, là. Depuis le mois de septembre, elle aurait normalement fini de travailler, avec comme idée, vous le voyez, de proposer par un décret. Mais ce décret est en cours de discussion parce qu'il s'oppose à certaines réglementations européennes. Donc il faut que la France justifie de sa position pour valider ce décret d'application qui dit que dans les 6 prochaines années, on devrait avoir 1,5% de tous les emballages mis sur le marché qui seraient réutilisables, réemployables. Bon, 1,5%, je pense qu'on les atteint déjà aujourd'hui par les liquides. 6% en 2024, 7% en 2025 et vous voyez l'objectif 10% en 2027. Mais tout ça reste sujet à la définition de cette commission qui peut très bien déterminer que certains produits devront avoir des pourcentages plus importants d'emballages réutilisables. Et vous le voyez qu'en plus, cette commission qui va rendre ces essais, ces travaux en fin d'année, là, va pouvoir nous dire si la notion de réutilisable ou réemployable est valable sur toute la France ou si seulement on va considérer des systèmes qui ont le moindre impact environnemental, c'est-à-dire, on le verra tout à l'heure, des systèmes qui seraient plutôt locaux. Voilà où on en est. Donc, écoutez, fin décembre, on devrait en savoir un peu plus. Mais dites-vous que c'est parti. Et moi, je terminerai par quelque chose qui ne relève pas du tout de la réglementation. Mais vous le savez, aujourd'hui, le consommateur est assez attiré par tout ce qui est protection de l'environnement. Et si vous lui apportez l'opportunité de faire des gestes en faveur de l'environnement par des emballages que vous aurez conçus pour ça, il vous en sera gré. Et c'est une façon, bien sûr, de capter la clientèle, surtout si vous êtes fournisseur un peu dans un rayon local, vous allez capter très facilement cette clientèle avec des emballages qui sont réutilisables, réemployables, consignés. On va peut-être voir ensuite ce que ça veut dire d'ailleurs. Voilà. Merci Annette, on te retrouvera dans quelques minutes. Je voulais juste bien rappeler qu'on parle, ce que vous avez entendu dans la bouche d'Annette, c'est l'intégralité des emballages qui sont concernés. On n'est pas forcément que dans l'emballage contenant liquide, et je vais restreindre pas forcément non plus que dans la canette, qu'elle soit boîte de boisson ou bouteille. Tout est concerné par cette loi. Donc, vous le savez, il y a pas mal de façons de résoudre des problèmes
d'emballage. L'objectif, vous le savez tous, c'est quand même d'éviter de le retrouver dans la nature, hein, puisque on nous montre souvent le 6e ou 7e ou 8e continent de plastique flottant. Mais il n'y a pas que le plastique, et il y a pas mal de solutions qui peuvent être mises en place. Donc, Annette parlait avait déjà un peu resserré vers ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire les liquides, et notamment la bière. Et c'est vrai que dans la bière, on a globalement deux types d'emballage, la bouteille et puis la boîte, qui peut être soit en métal, soit en alu, enfin en fer blanc, soit en alu. On va peut-être rester sur cette dernière notion de réemploi, de réutilisation ou de recyclage. C'est-à-dire que on va voir comment ces trois R s'articulent, et notamment autour de la bouteille en verre. Parce que la bouteille en verre, pour vous, ça vous paraît assez raisonnable de se dire que c'est quand même un des trucs les plus simples à réutiliser, puisque une fois qu'elle est ouverte, on peut la refermer facilement, qu'on peut la laver, etc., etc. Donc, Faustine, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment le verre se situe par rapport au réemploi, à la réutilisation, et par rapport, on verra après, l'univers de la consigne. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, non, mais ce sont des définitions sur le réemploi, réutilisation, etc. Allez-y. Donc aujourd'hui, il faut savoir que dans le verre, qu'on soit sur du one-way ou du réemploi, le verre est toujours réutilisable pour nous, puisque ça va être une composante, une matière première pour nos fours. Donc vous avez rappelé les chiffres de 75%, ça c'est le chiffre qui est donné par l'ADEME sur la récupération globale, c'est-à-dire que sur 100% du verre mis sur le territoire français, nous n'en récupérons que 75% en calcin ménager, tout ça étant traité et ensuite repart dans les fours verriers. Donc après, suivant les teintes, on ajuste plus ou moins. Donc aujourd'hui, à juste titre, comme l'a rappelé Annette, on a deux façons de concevoir nos bouteilles. Une façon en one-way, donc une utilisation directe, où là, une fois que ça a été utilisé, on souhaite en tout cas, et c'est quelque chose qu'on promeut par nos propres gestes éco-citoyens, de toujours ramener dans une poubelle en verre, de telle manière à ce qu'elles puissent être recyclées à l'infini. Et puis, ces bouteilles-là donc, vont être éco-conçues, c'est-à-dire qu'on va déjà regarder entre le poids de l'emballage, la résistance et l'utilisation. Dès la conception, c'est quelque chose qu'on va regarder. Après, l'autre point pour nous qui est important, c'est effectivement les articles dits réemployables, où là, étant donné qu'il y a plusieurs cycles et une utilisation qui est plus contraignante, en tout cas que le verrier ne maîtrise pas, on va avoir des bouteilles qui vont être plus lourdes, de telle manière à ce qu'elles puissent être lavées, contrôlées et réutilisées. Mais tout ça en restant toujours dans cette idée d'éco-conception, de telle manière à ce que, à terme, ce verre puisse être réutilisé et réincorporé dans nos fours verriers. Ok. Alors, cette bouteille-là, elle est différente. Il y a des épaisseurs différentes, il y a des formes différentes. Alors, la forme ne va pas changer. Alors, on va rester, si on prend certaines bouteilles de bière sur nos catalogues, les formes vont rester similaires. C'est vraiment le poids et les épaisseurs de verre qu'on va avoir retravaillé en conception, de telle manière à ce qu'elles puissent être réutilisées plusieurs fois et surtout prendre en compte en fait les contraintes qui sont liées au lavage et qui sont liées à toutes les contraintes à partir du moment où elles sortent de chez le verrier. C'est-à-dire que vous allez avoir un premier embouteillage, mais ensuite vous avez toute la zone de distribution, de stockage, logistique, et puis on relave, et puis on va réemployer. Toutes ces contraintes-là font la bouteille va être beaucoup plus sollicitée en termes de résistance, et pour compenser, on va avoir des bouteilles qui vont être plus lourdes et plus épaisses.
Mais vous dites qu'il y a les mêmes formes, mais il y a les long neck, enfin bon, il y a quand même plusieurs formes de bouteilles. Il y en a qui sont plus faciles, j'imagine. Alors, il est plus facile, effectivement, de concevoir une bouteille réemployable de manière... enfin, une bouteille simple, pas forcément de forme en particulier. Alors, ce qu'on appelle de forme, c'est carré, rectangulaire, enfin voilà. Donc aujourd'hui, typiquement, l'article long neck est une forme très simple, ovalisée, qui permet ronde, donc qui permet ce type de Alors, de vous disiez que quand on va vers la bouteille réutilisable, on a tendance à augmenter son poids pour qu'elle soit plus résistante, c'est ça? Exactement. Oui, D'accord. parce que le lavage va en fait diminuer certaines protections que nous, en tant que verrier, on met sur la bouteille. Et du coup, je pense que chacun a fait l'expérience en restauration de voir des bouteilles d'eau qui sont généralement rodées sur certains points de contact. Ouais. Et en fait, il faut savoir que plus vous abîmez la surface extérieure d'un verre, plus finalement il va être fragile à l'utilisation. D'accord. Voilà. Est-ce que quand elles sont justement, elles commencent à être usées, on peut les régénérer ou il faut les refondre et les recommencer? Alors là, ça va vraiment dépendre, je dirais, de l'embouteilleur. Aujourd'hui, l'embouteilleur, il a quand même un aspect esthétique auquel il va tenir. Nous, ce qu'on va garantir, c'est qu'effectivement, dès la première utilisation, la bouteille soit résistante. Après, vraiment, le nombre de réemployages et surtout l'aspect sur lequel, finalement, vous, en tant qu'embouteilleur, vous considérez que c'est plus à vos standards, et bien c'est là, à ce moment-là, où la bouteille doit repartir dans un circuit de calcin. Ok. Est-ce que vous avez des... dans d'autres secteurs que la bière, je sais que vous appuyez beaucoup sur de la créativité, de la création de formes, notamment dans le rosé, puisque c'est une des boissons à la mode. Il y a autant de bouteilles que de producteurs pratiquement maintenant. Dans le domaine de la brasserie, et justement avec l'explosion de la microbrasserie, est-ce que vous avez multiplié les références et les bouteilles? Est-ce que comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on va rester sur la gamme du catalogue, en tout cas pour les bières, les bouteilles qu'on a déjà en réemployable. On ne veut pas multiplier parce que ça veut dire aussi que plus vous multipliez, plus il faut adapter votre matériel sur votre ligne. Et quand vous lavez et que vous remettez des bouteilles sur ligne, vous n'êtes pas forcément en capacité de remettre du monde à trier, etc. Donc ça veut dire des investissements supplémentaires si vous multipliez trop de références. Ça, c'est un premier point. Après, c'est vrai nous, on va chercher à se positionner maintenant plutôt sur des gammes type jus de fruits, type eau, où là, effectivement, il y a aussi une demande aujourd'hui. Est-ce que on sait à peu près la part entre la bouteille recyclée en verre et la bouteille réutilisée sans qu'elle soit brisée? On sait à peu près ça ou Là, aujourd'hui, je n'ai pas de retour d'expérience pour tu sais, toi, ça, partager. Non. Donc, pour l'instant, on est quand même encore beaucoup dans la bouteille... dans la bouteille One Way. Qu'on recycle. Et voilà, qu'on va recycler, c'est-à-dire qu'on va mettre, pas forcément qu'on réutilise, et puis surtout la réutilisation demande à ce qu'on soit sur des circuits courts et sur une maîtrise logistique et de stockage, de consignation. Donc c'est vraiment des choses très locales aujourd'hui que nous, on essaye d'accompagner avec nos clients. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Le verre, c'est un peu comme le carton, hein. Il faut avoir des zones de production qui ne sont pas très loin des zones d'utilisation, parce que c'est un matériau lourd qu'on doit déplacer, etc., etc. Donc vous avez pas mal de sites en France? Alors on a plusieurs sites de production. Après, quand je parlais de stratégie locale, c'est vraiment stratégie locale par rapport au client. C'est-à-dire que c'est lui, à partir du moment où il va avoir embouteillé, qui doit être en capacité d'aller récupérer ses bouteilles et de faire le lavage et le réembouteillage. Donc c'est plus, on va dire aujourd'hui, on va plus à un phénomène de mise en place, mais de manière locale avec des tests, des chaînes logistiques en test. Ok. Avant qu'on y reviendra tout à l'heure, mais vous êtes a priori plus pour le recyclage que la réutilisation.
Pour nous, il y a les deux. De toute façon, on sait que le verre va revenir dans nos fours, donc c'est quelque chose où on va toujours à un moment ou un autre. Mais c'est vrai que c'est aussi intéressant d'accompagner toute cette démarche de réemploi parce qu'aujourd'hui, c'est aussi dans le mode de culture et comme l'expliquait Annette, il y a aussi ce phénomène de préférer faire de la consigne et puis de pouvoir réutiliser les bouteilles de manière plus simple. Donc il faut pouvoir accompagner les deux. On va progresser, mais j'avais une toute petite question. Il y a des bouteilles marron, des bouteilles vertes, des bouteilles transparentes, etc., etc. Et alors, je crois comprendre que, si j'ai bien compris, qu'on ne pouvait pas les mélanger, en fait. Quand on les mélange, on a quoi à la fin le clear ne marche qu'avec le clear, c'est ça? Vous pouvez pas... Alors, en fait, on peut les mélanger, c'est-à-dire que dans la benne... Pardon, je vous dis ça parce que j'en parlais l'autre jour à quelqu'un, il me dit « Mais c'est pas très grave, parce qu'on fait le tri. » Mais oui. Les morceaux de verre, c'est pas facile à trier. Alors, en fait, une fois que vous avez mis votre bouteille dans la benne à verre, hein, d'accord. Donc, aujourd'hui, mis à part en Allemagne, je crois que nous, on ne trie pas par teinte. Alors, on n'appelle pas ça des couleurs, chez nous, on appelle ça des teintes. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que l'ensemble est récupéré, effectivement, on va avoir un tri optique qui va se faire, puisque les teintes, ça veut dire des spectres de couleurs différentes. Donc nous, on va récupérer finalement ce qu'on appelle du calcin ménager, donc c'est du verre mais en petits morceaux, par type de teinte. Et du coup, effectivement, on va recevoir du calcin par type de teinte, et suivant les teintes, on peut plus ou moins en remettre. Et on essaye toujours d'en remettre. Donc c'est-à-dire du blanc, on va remettre avec du blanc, du vert, on va remettre avec du vert, voilà. Et quand on voit des couleurs spéciales qui sortent, bleu ou jaune, etc., ça complique la tâche ou Alors, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les mettre en même quantité. Et puis, il faut savoir qu'on distingue deux choses, les teintes de verre qui sont faites en bain de verre et les teintes de verre qui sont faites en filaire, donc qui sont faites ponctuellement. Donc, généralement, les teintes bleues ou des teintes un peu particulières, elles sont faites ce qu'on appelle en filaire. Donc, c'est des petites quantités. Donc, effectivement, après, c'est tous nos maîtres verriers et toutes les personnes qui savent conduire les fours qui, eux, savent les bonnes recettes, les bonnes quantités pour que les oxydes derrière ne pâtissent pas et ne perturbent pas les bains de verre des fours. Donc, tout ça, après, c'est un jeu de recettes que nos professionnels savent faire. Ok. On reviendra vers vous tout à l'heure. Donc, on voit bien, Veralia est un verrier, hein, donc il y a des distributeurs, il y a des distributeurs de verre, et pour les microbrasseries notamment, mais pour les brasseries, on est face à toujours cet enjeu de soit recycler, soit consigner. On a vu que le recyclage était bien organisé, que l'industrie du verre savait très bien le faire. En revanche, la partie consigne, même si vous vous aidez, vous la soutenez, c'est quelque chose qui vous échappe, qui passe soit par peut-être les distributeurs, soit par... Alors, comment on peut s'organiser pour réutiliser, c'est-à-dire, est-ce que c'est forcément de la consigne? Est-ce que c'est... Annette Alors, je vais revenir, c'est pas le côté sympa sur tout ce qui est réglementation, du coup. Juste là, je ne vais rien dire de plus sur le recyclage, si ce n'est de vous signaler que le fameux point vert que vous voyez là, il disparaît, on n'en parle plus, c'est fini. Et par contre, vous devez faire figurer sur vos étiquettes le fameux triman, ce petit bonhomme là qui fait le signe de trier, qui va permettre au consommateur de savoir que la bouteille et le bouchon en métal, comme on l'a là, se séparent, soit dans le conteneur à verre pour l'apport volontaire de la bouteille en verre, soit dans les poubelles jaunes. Vous savez aujourd'hui que vous pouvez mettre tous vos emballages, et j'insiste bien sur le mot, tous vos emballages dans cette fameuse poubelle jaune ou le sac en plastique transparent qu'on vous aura fourni, quoi. De même que vous voyez apparaître sur cette diapo le nouveau cartouche que vous propose Adelph, qui est l'éco-organisme dont vous dépendez, en petits brasseurs que vous êtes tous, du plus petit au plus grand. C'est le cartouche qui est là, qu'il vous propose d'apposer sur vos étiquettes, qui renseigne là aussi le consommateur sur le geste de tri. Alors, ce n'est pas seulement pour faire beau sur l'étiquette,
c'est que si vous faites bien ça, vous avez un bonus sur votre éco-contribution à payer. Parce que vous savez que pour pouvoir être dans une filière de recyclage aujourd'hui, il faut payer. Et c'est cette éco-contribution que vous versez à la fin d'année à Delft ou Citeo. Et si vous apposez ce petit cartouche-là, vous bénéficierez d'un bonus. Alors je saute ça parce que c'était l'intérêt du recyclage du verre, juste pour dire que c'est le premier matériau qu'on recycle en France depuis 1973. Là aussi, excusez-moi, c'est aussi vieux que mes robes. Ça fait ses preuves et c'est la première crise du pétrole qui a poussé tous nos verriers à mettre en place ce recyclage du verre qui permet d'économiser de l'énergie en particulier. Non, je voulais juste rajouter que aussi c'est parce que c'est facile. Vous avez entendu parler de l'expression refus de tri, et le verre, il n'y a pas 4 catégories de verre. Enfin, il y a des couleurs, mais le verre, c'est toujours du verre. Oui, et puis chez nous en France, on n'a qu'un conteneur à verre et on met toutes les couleurs en même temps. Par contre, si vous allez en Suisse, en Allemagne, il y a un conteneur pour le verre vert, un conteneur pour le verre jaune et un conteneur pour le verre blanc. Mais bon, c'est l'autre côté de la frontière. À l'est, au nord et pas au sud, parce qu'au sud, c'est comme chez nous. Je reviens sur cette notion de réemploi et de réutilisation. Alors au départ, on était un peu gênés, nous, quand on regarde la réglementation, parce qu'il y en a un qui parle de réutilisation et l'autre qui parle de réemploi. Alors que vous savez, au niveau juridique, les mots ont leur sens, parce que derrière, vous avez soit vous êtes conforme, soit vous êtes en opposition à la loi et ça peut avoir des impacts sur votre activité et même d'un point de vue pénal dans certains cas. Parce que d'un côté, on a la norme européenne qui définit la réutilisation comme étant l'utilisation en plusieurs fois d'un emballage qui a été conçu pour ça. Donc c'est bien ce que nous a présenté Verallia. La bouteille en verre réutilisable a été conçue pour subir plusieurs rotations et comporter plusieurs fois le même produit. Je vous rappelle que vous le savez mieux que moi, vous avez un produit carbonaté qui, à l'intérieur de sa bouteille, peut aller jusqu'à 5-7 bars quand même. Vous mettez ça au soleil, vous savez ce que ça peut donner. Un bouchon qui saute au nez du consommateur, ça fait mauvais genre sur les réseaux sociaux. Donc voilà pourquoi cette bouteille est plus lourde, parce que la pression interne, parce que les chocs, parce que les chutes, parce que le lavage. Donc elle a été conçue pour ça. Vous n'avez pas le droit d'utiliser une bouteille à usage unique pour la réutiliser. Vous n'avez pas le droit. Juridiquement parlant, et là je parle sous couvert de Verallia, s'il arrivait un problème à un de vos consommateurs, et que bien sûr c'est vous qu'on va aller retrouver, parce qu'il y a votre étiquette, et on sait que c'est vous qui l'avez produit, cette bière qui l'avait embouteillée, c'est vous qu'on va aller voir. Et là, si vous ne pouvez pas prouver que la bouteille en verre que vous avez utilisée avait été prévue pour le réemploi, pénalement parlant, vous aurez plus que vos yeux pour pleurer, pour indemniser votre consommateur. Donc c'est très, très important, juridiquement parlant. On achète un emballage réutilisable parce qu'il a été conçu pour ça. Donc ça, c'est la définition de la norme. Et vous voyez que notre code de l'environnement nous parlait de réemploi, pas de réutilisation. Bon, ça y est, ils sont mis d'accord. On va parler tantôt de réemploi, tantôt de réutilisation. Peu importe, l'important, c'est que l'emballage ait été conçu pour ça et que dans sa vie, il assure un certain nombre de cycles. On va appeler ça des rotations. Et en comportant le même produit pour lequel il a été conçu. Donc, et sans oublier que, bien sûr, il devra être réutilisable à la sortie. Bon, moi, je vous ai mis des petits dessins, là, parce qu'il y a des gens qui récupèrent des bouteilles vides. Comme là, je vous ai mis les petites bouteilles d'Actimel. On n'est pas du tout dans votre secteur, mais on peut s'amuser à en faire des jeux. Et là, ce n'est pas de la réutilisation, pas du tout. Moi, j'appelle ça de la seconde vie. Et dans l'emballage des boissons, vous avez ce genre d'exemple. Vous voyez, vous pouvez vous amuser à remplacer un canister ou un étui en carton par des choses plus sympas. Mais ça ne sera pas du réutilisable, parce que ça n'a pas été conçu pour faire un certain nombre de rotations. C'est ce qu'on va appeler la seconde vie, qui va prolonger la durée de vie de l'emballage chez votre consommateur. Mais c'est comme la bouteille en verre de Jéroboam que vous transformez en lampe. En aucun cas, ça ne va être de la réutilisation.
Donc ça, c'est important. Et sachez ensuite que, là aussi, la consigne, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne s'adresse qu'à l'emballage en verre. Ça peut être valable pour le plastique, c'est valable pour le métal. Et qu'est-ce que c'est que la consigne? C'est, juridiquement parlant, normalement, un prêt à l'usage. Donc, c'est quelque chose que vous voyez là, qui va être sujet en particulier, je reviendrai en arrière si je peux, je ne peux pas, bonjour, pas grave. La consigne dans la grande distribution, merci beaucoup, est un emballage récupérable. On va prêter l'usage de cette bouteille au consommateur, moyennant quoi il va payer pour ce prêt. Et quand il va vous ramener la bouteille, vous allez lui redonner sa consigne. Et ça, sachez que du coup, c'est soumis, à point de vue comptable, aux immobilisations. Vous immobilisez un parc de bouteilles et vous devez, à la fin de l'année, si vous avez eu de la casse, si vos consommateurs n'ont pas ramené les bouteilles consignées en question, vous devez, dans la rubrique des pertes et profits, signifier les quantités de bouteilles qui ne sont pas revenues, de façon qu'en termes d'immobilisation, votre comptable puisse suivre l'évolution de votre parc de bouteilles vides. Si par contre on parle d'un emballage qui n'est pas récupérable, vous le savez, c'est soumis à du stock et on a une histoire de TVA là-dessus. Alors je rigole pas, hein, parce que la Direction générale des impôts, elle vous gâte là-dessus, hein, sur le récupérable consigné, pas consigné. Hein. C'est TVA ou pas TVA. Vous avez intérêt à faire attention parce qu'un rappel de TVA, ça fait toujours mal en général. Hein. Donc cette consigne, telle qu'on l'avait connue en France, elle a quasiment disparu. Hein, alors moi, je ne veux pas être méchante, mais pour avoir participé il y a très longtemps à des débats avec des grands de la grande distribution, dont certains vous disent d'ailleurs qu'ils sont encore moins chers que les autres, vous avez compris de qui je veux parler. Pourquoi la consigne a disparu en grande surface? C'est parce que ça embêtait nos distributeurs, soyons clairs. Hein. Ça nécessite de la surface de stockage. Or, dans un magasin, qu'est-ce qui coûte cher? C'est les mètres carrés. Donc on ne va pas utiliser des mètres carrés à stocker des bouteilles vides. Le retour de la consigne, même si vous avez un automate, des fois ça coince, donc il faut du personnel. Ce qui coûte cher aussi en grande surface, c'est le personnel. On n'a pas envie d'en mettre pour de la déconsigne. Et puis, il faut aussi reconnaître, vous le voyez bien, autour des bennes à verre, l'été, on ne lave pas les bouteilles. Hein. On vous engage à ne pas les laver, surtout. Aucun intérêt, puisque nos verriers font subir quelque chose comme 1600 degrés au calcin qui se refont. Donc, point de vue sanitaire et microbio, vous êtes tranquille. Il n'y a pas besoin de laver la bouteille, ça économise l'eau potable. Oui, mais les guêpes et les insectes, elles aiment bien ça. Quoi. Dans un magasin, ça ne fait pas propre. Donc ça, je n'engage que moi quand je dis tout ça, mais c'est quand même ce qui a signé la mort de la consigne en France. Hein. Donc aujourd'hui, par contre, on voit réapparaître un certain nombre d'initiatives sous couvert, entre guillemets, de locavore, hein, donc des circuits courts, comme disait madame, qui sont favorables au brasserie artisanal d'ailleurs. Hein. Et puis, vous le voyez, on a des Uber Eats, on a des restos qui vous livrent de plus en plus à domicile. On peut aussi jouer là-dessus, hein, pour avoir le choix d'une consigne. Sachant que, encore une fois, la consigne, elle est obligatoire en café, hôtel, restaurant, ne pas oublier, hein, avec un taux de consignation obligatoire défini par l'État, et que s'il n'y a pas qu'en France qu'on consigne, si vous allez en Allemagne, 75% des boissons sont dans des emballages consignés, mais ça date depuis toujours chez eux. Et c'est pour une incitation à récupérer les emballages vides. Ce n'est pas forcément pour de la réutilisation, puisque même les bouteilles en plastique sont consignées pour engager le consommateur allemand à ramener cette bouteille de PET vide pour qu'elle puisse être recyclée derrière. Donc c'est dans l'air du temps. C'est pourquoi, encore une fois, nous à la France, on est très à la traîne par rapport aux pays du nord de l'Europe, hein, c'est valable en Belgique, hein, les grands amateurs de bière en Belgique, ils arrivent avec leur caisse, leurs 6 ou 12 bouteilles dans le supermarché, ils posent ça et ils repartent avec leur caisse de bouteilles pleines. Et c'est valable aussi pour les canettes en métal au Danemark, par exemple. Donc voilà, il faut savoir que c'est vraiment plus que dans l'air du temps. Il y avait dans la bière, moi quand j'étais petit, les bouteilles d'1 litre qui étaient consignées avec les bouchons verts, les bouchons rouges. Ça, c'est pour l'histoire. Oui, ça devait s'appeler la Valstar. En tout cas, en Lorraine, ça s'appelait comme ça. La Valstar ou la Champignole ou Champignole. Et, je voulais dire aussi que ce que tu dis sur la consigne et le retour de la consigne,
c'est vraiment à l'étude pour certains liquides qui ne sont pas, qui sont pour l'instant dans les contenants plastiques, par exemple. Il y a commence à s'interroger pour le lait, on peut le dire. Le lait s'interroge beaucoup sur le retour de la bouteille en verre qui a totalement disparu puisque c'est du PET opaque la plupart du temps. Mais il s'interroge dans le cadre des circuits très courts de remettre des bouteilles en verre, un peu comme ce qu'on voit dans les films anglais avec le milkman qui passe et qui dépose les... Alors c'est sûr que c'est pas simple si on est un petit producteur de bière à pouvoir récupérer ces emballages vides. Parce que qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait et qui peut les traiter? Donc en fait ici je vais vous passer très rapidement, mais si vous souhaitez le PowerPoint, je pense qu'il est accessible après. Un certain nombre d'initiatives qui sont en train de fleurir en France aujourd'hui. Sachant que, première des choses, vous savez, l'organisme, encore une fois, l'éco-organisme dont on dépend tous, c'est Citeo à Delft, a lancé un appel d'offres avec l'ADEME, qui est l'Agence de développement de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour sélectionner un certain nombre d'initiatives en région qui vont permettre le développement du réemploi. Et vous voyez que dans le Grand Est, on a 3 initiatives qui sont actuellement en cours, qui bénéficient de subventions, bien sûr, et dont on va parler un petit peu plus rapidement tout à l'heure, là, qu'on connaît un peu plus. C'est l'initiative de Heineken sur Strasbourg, bien sûr, et Usage, dont on va parler aussi. Donc, parce que toute la question, c'est comment je fais pour récupérer mes bouteilles consignées ou pas, et réutilisables en tout cas. Si je suis petit, bah, peut-être que si je fais une livraison à domicile, je peux récupérer le vide quand je viens livrer le plein. Mais bon, ça c'est valable sur un petit rayon. Quand vous commencez à vendre dans des magasins, ben là, vous ne savez pas ce que sont devenues vos bouteilles, quoi. Donc, il y a des initiatives qui mutualisent ce genre d'approche. Et vous voyez de plus en plus naître aujourd'hui. Alors ici je passe, c'est le fameux café hôtel restaurant et l'initiative d'Heineken pour une bouteille qui n'est pas un standard, qui est une bouteille personnalisée, qui différenciera la bouteille d'Heineken en libre service et la bouteille d'Heineken consignée en CHR. Donc on voit de plus en plus d'initiatives naître aujourd'hui pour mutualiser tout ça. Alors ici en Lorraine, on a quand même des voisins qui pratiquent ça depuis toujours quasiment, c'est l'Alsace, avec en particulier une brasserie qui est Météor, qui a toujours pratiqué la consigne, avec une bouteille bien spéciale, la bouteille Météor, et qui l'a associée à Carola, donc pour l'eau, et une autre entreprise pour les jus de fruits, ont créé une entité pour pouvoir collecter ces bouteilles vides, les laver, vérifier qu'elles soient en bon état, pour ensuite retourner chez Météor, chez Carola, pour être re-rempli de la boisson initiale. Alors c'est pour l'instant propre à ces 3 grandes entreprises et c'est fédéré, vous le voyez, par Zero Waste. Et je vous ai mis le nom du responsable de Zéro Déchet à Strasbourg qui focalise un petit peu ce réseau entre Météor, Carola et Lisbeth. Donc ça c'est pour l'eau minérale. Qui malheureusement regrette de ne pas pouvoir être avec nous aujourd'hui. Donc voilà cette initiative de renouveau de la consigne en Alsace, mais on voit apparaître de plus en plus d'initiatives. Alors ici, quelque chose qui s'appelle Loop, qui est propre à Carrefour. Ça a été lancé par Carrefour à la base, et c'est pas propre aux boissons. Mais vous voyez, l'idée, c'est la vente par Internet d'un certain nombre de produits qui vont être dans des bouteilles réutilisables. Alors bon, moi, je ne sais pas si écologiquement parlant, le choix d'un contenant en aluminium est mieux que le contenant en verre ou en plastique qu'on avait à la base. Mais l'idée, c'est d'avoir un nombre de rotations le plus important possible. Et donc, Loop vous livre à domicile sur l'ensemble de pour l'instant, la région parisienne. On n'est pas allé encore dans notre coin ici. Et donc, quand on vous livre les produits que vous commandez comme sur Internet avec un distributeur classique, je dirais, on vient vous reprendre vos consignes. Bon, l'initiative est là depuis 2 ans. Elle a démarré en Angleterre. Ils font plus trop de bruit, on ne sait pas trop où ça en est. Mais bon, les initiatives, par contre, qui se développent, je vous l'ai dit, c'est le vrac en supermarché.
Et vous avez quelqu'un qui est très malin, qui s'appelle Jean Bouteille, qui faisait ça déjà sur le vin dans les supermarchés. Il équipe ses lieux de vente d'un tirage. Ici, c'est un tirage pression, hein, avec tout ce qu'il faut en gaz carbonique. Le consommateur choisit une bouteille vide, hein, qu'il va remplir avec donc ces tirages pression sous contre-pression pour garder bien sûr la gazéification du produit et donc tout son arôme. Et en fait, quand le consommateur revient, il va déposer sa bouteille vide, sale, et c'est Jean Bouteille qui va la reprendre, la laver et va la rapporter. Donc on a l'assurance du qualité sanitaire de la bouteille par derrière. En plus, Jean Bouteille propose une traçabilité, parce que c'est important aussi d'avoir la traçabilité avec le numéro de l'eau et ainsi de suite. Donc il y a une petite étiqueteuse qui va imprimer très rapidement une petite étiquette qui va pouvoir être apposée sur cette bouteille. D'autres initiatives, ben vous voyez, ça c'est la dernière que j'ai vue. C'est la brasserie Gallia à Paris qui vient de monter ça à Monoprix à Montparnasse. Alors j'avoue que j'ai pas eu l'occasion d'aller revoir comment ça se passe, mais voilà, on a avec un barrel hein, qui est donc la bouteille traditionnelle anglaise, les growlers comme ils disent, on va pouvoir faire là aussi le remplissage de cette bouteille vide qui aura été lavée par Gallia et le produit Gallia est en libre service. Bon, à voir hein, ce que ça donne. En fait, le consommateur a ici l'assurance d'avoir une bouteille hyper propre, ce qui évitera de contaminer la canule de remplissage, là, parce qu'une bouteille qui est sale, qui contamine le robinet contamine les bouteilles derrière. Hein. Donc, avec ces principes, vous évitez ce genre de problème. Qu'est-ce qu'on voit aussi de plus en plus apparaître? Des réseaux, comme le réseau Consigne, et vous commencez à en avoir de plus en plus dans les grandes métropoles, où vous avez des entreprises qui se créent pour aller collecter les bouteilles vides, les laver et ensuite les reproposer aux brasseurs hein, qui auront adhéré. C'est ce qu'on va appeler un pool. Hein, vous louez en quelque sorte l'usage de ces bouteilles. Et là aussi, normalement, vous avez la garantie d'un lavage industriel dans toutes les qualités qui sont nécessaires. Vous avez Ma Bouteille Revient, qui doit être du côté de Lyon, je ne sais plus, mais surtout, voilà, Didier nous parlera d'un autre partenaire à lui. Vous avez Bout à Bout qui fait ça dans les Pays de Loire. Vous avez Usage. Usage a démarré par un site à Neuilly qui a d'ailleurs été inauguré par notre président de la République et a comme velléité, vous l'avez vu, de développer ça sur le Grand Est. Alors je doute qu'il développe ça sur l'Alsace puisque l'Alsace a créé sa propre initiative et je pense que c'est quelque chose qui pourrait se retrouver demain chez nous en Lorraine. Donc, vous voyez, une laveuse industrielle. Bon, ils ne se contentent pas de laver les bouteilles de bière. Hein. Il y aura d'autres bouteilles par ailleurs et d'autres emballages en verre qui pourront être lavés par ailleurs. Hein. Donc, des prestataires, vous voyez, il y en existe de plus en plus qui vont pouvoir récupérer ces bouteilles, les laver et vous les refournir dans des qualités d'hygiène correctes. Et surtout, ils auront fait un test ou en tout cas un contrôle derrière. Parce que tout choc sur une bouteille en verre fragilise la bouteille et il faut éviter que vous ne récupériez ces bouteilles fragilisées. Donc voilà, encore un autre exemple. Et chez Chevaux, ça c'est plutôt du côté du vignoble de Beaune, hein, dans le Bourguignon, qui font ça aussi. Et il y a une initiative française qui est en train de voir le jour, pardon, une initiative lorraine qui est en train de voir le jour. Je ne sais pas très bien où elle en est aujourd'hui. On nous a parlé de cette création en novembre 2019 c'est M. Bonini qui en est l'initiateur et qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Donc voilà, on a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui tendent à couvrir tout le pays pour essayer de rester sur des dimensions de l'ordre de 200, 300 km. Au-delà, mais Jean nous en parlera, oui, tout à fait. Le transport... on doute un peu de l'efficacité écologique, quoi. Tout à fait. Alors,
je trouve que c'est vraiment plein d'espoir et plein de voir autant d'initiatives qui se déclarent partout en France et ailleurs, hein, on peut le dire aussi en Europe, chacun y va. Mais en France, en tous les cas, il y en a beaucoup. Et je trouve que c'est aussi agréable parce qu'on est beaucoup dans le monde industriel à penser que le recyclage, la réutilisation, enfin prendre ça en charge, justement, c'est prendre en charge, ce sont des contraintes, etc. C'est vrai, mais c'est aussi des facteurs de développement et on peut voir des facteurs de développement industriel avec des schémas de lavage et de laveuses un peu partout dans nos régions. Alors, vous êtes en train de vous dire, oui, c'est bien, mais moi... comment ils font, ils lavent, mais moi j'ai mes étiquettes à moi, j'ai passé beaucoup de temps à trouver un nom génial pour ma bière, à trouver une étiquette super graphique qui est rien qu'à moi et qui me plaît beaucoup. Alors comment je fais pour soit que, comment dire, alors je ne sais pas, je parle sous la responsabilité de Didier Lofreda qui va nous en parler, soit que la bouteille me revienne, soit qu'en tous les cas elle ne soit pas utilisée avec des étiquettes à moi et que ça aille pas. Pendant que tu t'installes, parce que je crois que tu vas nous montrer quelques slides, pour ceux qui le savent, c'est toujours un sujet important de conserver son image et la consigne, c'est aussi ça. Je vais vous dire quelque chose qui n'a rien à voir, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, on voit de moins en moins de vieilles camionnettes jaunes de la Poste. Et pourquoi ? Parce que la Poste en avait marre de voir des camionnettes toutes pourries et tout le monde disait oh, non, la Poste, ils n'ont plus les moyens. Alors maintenant, ils les prennent plus jaunes, ils les prennent blanches, ils collent quelque chose dessus, puis ils l'enlèvent. Et comme ça, on ne sait pas qu'après, quand ils l'auront vendu, parce que les voitures ont... C'était une vieille camionnette de la Poste. Alors... Lorge, Didier Lofreda, oui. Tu vas nous parler, toi, de ce qu'on voit, hein, au-delà de la couleur de la bière et ce qu'on va voir, ce qu'on voit et ce qu'on touche quand on prend une bouteille, comment on garde de la création, de la créativité, comment on rentre dans ce schéma actuel de respect environnemental, d'anti-gaspillage, AGEC et de consigne réutilisation. Tout à fait. Un des problèmes, c'est que on peut très bien laver une bouteille, mais l'étiquette qui est dessus, elle doit à tout prix se décoller. Et surtout, elle doit se décoller dans un temps qui est défini par la laveuse, puisque bien sûr, si jamais on doit laver 2 fois une bouteille, le modèle économique de ce qui a été nommé, des sociétés qui se lancent, Rebouteille, enfin d'autres, eh ben, il pose un problème puisque économiquement, c'est pas rentable. Donc c'est un des problèmes. Là, on présente nous qu'on est on est adhérent d'un groupement bio depuis plus de 7 ans. Donc c'est pour ça sur Lyon, où il y a plusieurs sociétés de consigne et de lavage en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a été présent et on a été sollicité. On a également un système de l'ABECO qui permet de travailler sur les étiquettes et les éléments techniques. En tout cas, aujourd'hui, en termes de technique, c'est vraiment un triptyque où il y a le fabricant de verre, il y a l'embouteilleur, il y a l'étiquette et le laveur. Et comme je le disais, s'il faut passer 2 fois à lavage, le modèle économique n'existe plus. Ça, c'est un des plus gros problèmes qu'il existe aujourd'hui. Donc le choix du matériau de l'adhésif, de l'impression, vernis, pas vernis, des dorures, est extrêmement complexe. Complexe, non, mais il y a des règles que l'on est obligé de respecter. On ne peut pas vernir, par exemple. On ne peut pas mettre de dorure à chaud. On ne peut pas mettre tous les éléments qui vont embellir l'étiquette et où l'eau ne pourra pas traverser le papier pour aller attaquer l'adhésif et donc le décoller au cours du lavage. On a fait le choix avec les prestataires de la région Auvergne. Il y a un test qui se fait par bout à bout national sur différents matériaux, différents adhésifs, parce qu'il y a beaucoup de matériaux qui existent. Nous, on a fait un choix avec nos partenaires
c'est d'utiliser 2 catégories d'adhésifs par un seul fabricant qui est Façonne, mais qui donne entière satisfaction aujourd'hui je vais donner un exemple. Sur la période estivale, on a fabriqué plus de 200 000 étiquettes lavables. Quand je dis l'été, ça a été de juin jusqu'à début septembre. Plus de 250 000 étiquettes qui sont passées dans le circuit et qui ont été lavées, décollées, qui ont permis le réemploi de la bouteille verre. Voilà, c'est très bien. On en est très content de participer à cette belle aventure. Comme on le voit, les applications sont typiques en bouteille verre, sur du plastique également pour certains produits, sur les bouteilles consignées ou non consignées, ou les emballages verts qui peuvent être non consignés, mais que l'utilisateur final pourra laver dans son lave-vaisselle, parce qu'on dit laver, ben, vous mettez dans votre lave-vaisselle une bouteille de bière ou un emballage verre, et l'étiquette, si elle est avec un adhésif lavable, ceux qui sont référencés ici par exemple, se décollera dans tous les cas et vous la récupérez au fond de vos lave-vaisselle. Ouais, bon, il y a un slogan, ça fait un peu sympa. C'est vrai que je l'ai dit, c'est sûr que je l'ai dit. Tous ces réseaux, aujourd'hui, véritablement, pour vous, fabricants de bière, on va rentrer dans le cœur de votre sujet. Vous avez des formats d'étiquettes différents, vous avez des quantités différentes, vous avez peut-être des petites quantités, des moyennes quantités, tout ceci. Un des problèmes, c'est que ce matériau-là, du départ, il a des contraintes, mais en plus, il est plus cher. Bon, là, j'ai dû perdre tout le monde. C'est embêtant. Donc, très vite, quand on a travaillé avec Robouteille, qui a été le premier avec qui on a travaillé, on a regardé économiquement, il y a quand même un problème pour les brasseurs, c'est que ma bouteille, j'arrive de réemploi, on peut la gérer, elle est même moins chère, on peut avoir des économies, mais quand je rajoute l'étiquette, il y a très très vite un problème, donc il faut faire des volumes, mais l'étiquette reste lavable que pendant un certain temps. Vous ne ressortez pas une étiquette avec un adhésif lavable, 18 mois après, vous la collez sur votre bouteille et le lavage va très bien se passer. Non. Ça ne marche pas comme ça, elle a une durée de vie qui est plus courte, donc on ne peut pas avoir d'énormes volumes. Donc la solution qu'on a cherchée par rapport aux microbrasseries, eh ben, on a mutualisé chez nous les productions. Ça veut dire qu'en grande période, on fabrique quasiment toutes les semaines aujourd'hui, plus petite période tous les 2 semaines et demie, et en moyenne donc toutes les 2 semaines. On mutualise, ça veut dire que la plus petite brasserie qui va faire ça dans le garage des parents, ou la moyenne brasserie, tout le monde on va faire des fabrications groupées, tout le monde n'aura pas le même tarif, parce que ça va dépendre du format, ça va être différentes choses, mais en tout cas pour nous, on va mutualiser la production, et comme ceci, on est arrivé à baisser les coûts, voire même quelquefois, le but était là et on l'a atteint, d'atteindre le prix d'une étiquette avant, c'est-à-dire l'étiquette standard avec un adhésif permanent qui a été faite par certains de nos clients. Si on n'est pas arrivé à avoir le même prix, on a fait une autre chose qui est aussi intéressante. On est un peu plus cher, mais on permet de fabriquer en moins grosse quantité. Donc il y a moins de stock, moins d'argent immobilisé. Et de nouveau, pour le brasseur, les microbrasseries, le modèle économique peut être intéressant. En tout cas, ils récupèrent les économies qu'ils peuvent faire sur le verre. Parce que je crois ne pas dire de bêtises, mais entre une bouteille normalement réutilisée ou une autre, il y a une économie qui est normalement possible. Là, je ne sais pas si c'est dans le verre qu'il faut aller. En tout cas, il faut voir avec les gens qui s'occupent de récupérer les bouteilles et de les laver. En tout cas, voilà, c'est ce que l'on a fait. 2 axes de travail. La mutualisation amène le regroupement et amène le fait de pouvoir baisser les quantités. Donc de faire aussi des sortes éphémères un petit peu plus souvent. Et surtout, on a fait l'effort, parce que nous, notre métier, c'est de fabriquer de l'étiquette adhésive. C'est une société très ancienne, l'Orge Imprimeur, je n'étais pas là, elle existe depuis 1916, donc vous voyez. Mais l'étiquette adhésive n'existait pas à cette époque-là. Mais aujourd'hui, vraiment, on voulait développer, on voulait mettre en avant, on voulait participer à cet essor de la consigne. J'y crois, j'y croyais, j'y crois et j'y croirai encore demain.
Et véritablement, voilà, la solution, la mutualisation, c'est ce que l'on a fait. Le regroupement des formats, le regroupement, on conseille nos clients, on cherche à optimiser également le format de l'étiquette par rapport à nos contraintes de production pour éviter qu'il y ait des chutes de papier, puisque le papier, je l'ai dit, le complexe adhésif est plus cher. Donc plus j'ai de chutes, la chute, ce n'est pas moi qui la paye, c'est le client qui la paye. Donc moins j'ai de chutes. Donc voilà, on a cherché à vraiment travailler le cœur du problème, le coût de cette étiquette pour que le modèle économique soit viable. Merci beaucoup. Je voulais juste rajouter que il faut bien penser à tout dire. Hein. Il faut l'écrire. C'est-à-dire que quand on utilise une étiquette comme ça, il faut l'écrire sur l'étiquette. Même en petit, il faut le mentionner. Le consommateur est sensible aux efforts. Et alors, quitte à ce que, même si tu dis que ça ne coûte pas forcément beaucoup plus cher, quitte à ce que ça coûte un peu, il faut aussi en tirer un avantage marketing sur le consommateur est sensible au fait que tout a été étudié pour réussir la réutilisation. Oui, tout à fait. Il y a un logo qui existe aujourd'hui et qui permet justement de dire au consommateur que votre produit, il est consigné, donc c'est un vrai plus. Là aussi, on a tous nos clients qui font de la consigne, le mettent pas tous aujourd'hui, donc on a fait une campagne de sensibilisation pour qu'ils rajoutent ce logo-là sur l'étiquette. Alors, tu parlais un petit peu de décor tout à l'heure, Jean. J'ai dit on adapte le format, on fait de la mutualisation, maintenant on rajoute un logo et puis vous avez fait vos créas, elles existent et comment je modifie tout ça, ça me coûte de l'argent. Là aussi, on cherche à participer, à aider, c'est-à-dire que on a nos logiciels, nos opérateurs sur les logiciels et on fait les adaptations pour les clients qui veulent passer en consigne pour développer cette consigne. Merci Didier. Alors, on a vu les schémas. Annette, et parce que je crois qu'on s'approche de la fin de cette table ronde, Annette, tu nous rappelles un peu, parce qu'on a parlé de consignes, on a dit qu'il fallait tenir le lavage ou que la colle s'en aille, mais ça veut dire qu'il faut des laveuses. Alors, oui, c'est vrai, ça fait partie des facteurs clés de succès, quoi. Parce qu'on peut aussi laver chez soi, si on décide de collecter ses propres bouteilles. Donc vous retrouvez là tout ce qui va rentrer en ligne de compte dans la possibilité pour vous de réussir cette opération et en particulier, bien sûr, tout ce qui va concerner le lavage. Donc derrière des détergents qu'il va falloir choisir les bonnes concentrations de ces alcalins qui vont préserver là aussi le traitement de surface des bouteilles en verre. Sachez en plus que cette eau de lavage, à un moment, vous aurez à la traiter aussi, quoi, parce qu'elle ne doit pas aller normalement comme ça dans l'évier, quoi. Donc attention à ça. Le trempage qui va vous aider, bien sûr, à nous débarrasser, entre guillemets, des étiquettes. Faites attention aussi que dans les cafés, hôtels, restaurants, les consommateurs, des fois, plient les petits bouchons en métal et les glissent dans les bouteilles. Ça existe aussi. Donc, il faut ensuite faire ce qu'on appelle un mirage, aller regarder l'état d'intégrité de la bouteille. Bon, vous retrouvez ici quelques suggestions de laveuses. Bon, là, c'est pour des fûts, des kegs. Mais vous pouvez aussi trouver des systèmes manuels, du plus petit lavage à une douzaine, vous voyez, de bouteilles à la main, là, à ensuite des machines qui vont être semi-automatiques ou automatiques. Et vous voyez ici, on vous propose, donc c'est le réseau Consigne qui a fait ce listing, qui a relevé un certain nombre de laveuses de bouteilles qui sont déjà d'une capacité intéressante, là, jusqu'aux plus grosses laveuses industrielles qui, elles, vont parfois avoir plusieurs bains de lavage, trempage, soude et nettoyage. Donc voilà, bien sûr, là, un facteur clé de succès. Comme le disait Didier, comment faire en sorte que l'opération soit rentable? C'est d'abord l'investissement que vous allez consentir, la main-d'œuvre d'ailleurs aussi, le transport, encore une fois, vous savez aujourd'hui qu'avec le prix du pétrole, le transport pèse de plus en plus. Et puis, quelque part, la communication que vous allez devoir faire aussi envers vos consommateurs pour qu'ils adhèrent au système, qu'ils soient acteurs et qui vous permettent, vous, d'avoir un parc qui tourne le plus possible.
Alors, le réseau Consigne a fait une analyse de tout ceci et pour eux, ils estiment qu'il faut pouvoir travailler 2 millions de bouteilles par an pour avoir une installation qui soit rentable. Alors, on peut encore trouver des laveuses d'occasion, hein. Il y a des exposants qui vont vous proposer du matériel, peut-être. Mais voilà, quoi. Donc 2 millions, il faut pouvoir les collecter quand même, hein. Et puis ensuite trouver, bien sûr, les brasseurs qui, derrière, vont les récupérer. Voilà, moi, ce que je voulais préciser. Il peut y avoir de la mutualisation aussi, hein. Tout à fait. C'était les organismes précédents qui vont trouver leur intérêt pour arriver à ce seuil critique de 2 millions en mutualisant, oui. Ok. Bon, écoutez, j'avais juste une toute petite question. On peut voir, parce qu'on doit finir là. Le maître des temps est là, oui. Sur Internet, il y a des petits films que, Didier, je voulais te poser la question, où on voit quelqu'un qui enlève l'étiquette carrément, qui s'en va sous l'eau. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est assez rigolo. Tu as vu ça? On passe la bouteille sous l'eau et puis tout s'en va. Non, mais le papier aussi. Non, pourquoi je posais cette question? C'est parce que je me demande comment c'est compatible avec les laveuses. C'est pour ça. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup. On a essayé de faire un tour d'horizon un peu large entre la bouteille, l'étiquette et puis Annette qui nous a rappelé non seulement les consignes, mais toutes les initiatives partout. Je voulais juste, avant de rendre le micro, vous rappeler que Veralia est exposant ici, donc vous pouvez continuer la conversation avec ces jeunes femmes sur leur stand. Elles vous montreront leurs différents modèles et comment, on vous l'a dit, la différence entre une bouteille à usage unique et une bouteille, vous pourrez le montrer, vous le verrez. Et puis il y a aussi Lorge qui est exposant ici, pas très loin, et allez le voir pour parler avec lui aussi de ces cols spéciales. Alors, ça y est, c'est fini. Ils vont me couper Merci le micro. pour cette très bonne présentation. Et bon salon. Bravo. Évidemment, non, vous êtes punis encore quelques instants parce que une table ronde, c'est bien, vous avez tous parlé, mais personne ne vous a interpellé. Et j'imagine, j'ai vu un bras levé au moins, j'imagine que pour conclure, on a encore 3-4 minutes, pour conclure cette présentation, quelques-unes des questions qui vous taraudent peuvent être posées maintenant. Trouvez leur réponse ou pas tout de suite, allez savoir, mais on va bien sûr commencer. Le premier bras levé, il était au fond. C'est vrai que j'avais dit poser les questions, mais alors je vais vous faire une confession. On a une lumière nous sous les yeux, donc on vous c'est voit fait, pas très, on vous c'est voit fait pas exprès. C'est pour que vous ne puissiez reconnaître personne, bien sûr. Oui, bonjour. Donc je suis Laure, je travaille à la brasserie du Der à Montier-Vander. Donc merci pour votre intervention. Moi, je me pose la question, vous avez montré l'exemple du distributeur de chez Gallia, je crois. D'accord, c'est une très belle idée, mais les mineurs, les personnes de moins de 18 ans, comment ça se passe? C'est quand même un distributeur d'alcool sur la voie publique? Bonne remarque. J'avoue que je ne la suis pas posée. C'est au Monoprix, oui, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit faire le contrôle, ou au moins en caisse. Et encore, quand on est en caisse, est-ce que ça va être suffisant? J'avoue, je ne sais pas. Répondre à cette question, qui est une très bonne question, oui. Elle n'est pas dehors, hein, la machine, elle est à l'intérieur. Oui, il y a une question que je voudrais poser, c'est celle de savoir si la silice est attaquée par la soude pendant le lavage. Et moi, je dis oui. Hein. Maintenant, vous me répondez quoi? Alors, c'est vrai, mais bon, je crois que Veralia fait un traitement de surface de la bouteille et que ça va protéger. Alors, Bien près du micro, bien près. ouais. Oui, quand on produit, on a des traitements de surface pour renforcer la peau de verre. Après, la soude, effectivement, tous les lavages vont petit à petit éliminer ce traitement-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand vous convoyez les bouteilles lors d'un nouvel embouteillage, vous avez du rodage. Donc, en fait, le rodage, c'est effectivement des attaques de la peau de verre. Donc, par contre, on ne va pas être sur un produit on ne va pas avoir de migration, si c'est votre question.
Et il y a des gens qui proposent en sortie de laveuse de refaire un traitement de surface avec des stéarates Ça, ou je des sais pas. polyéthylènes qui vont projeter pour redonner le brillant et le côté glissabilité Alors, des bouteilles. Pour la glisse des bouteilles. D'accord. Évidemment, Je pour ne savais aller pas. encore plus loin, on en parlera après, mais en aparté peut-être, parce que sinon on ne pourra pas faire durer la conférence jusqu'au bout. Pardon, Pierre. Oui, bonjour. C'est une question au sujet des étiquettes. Entre le moment où on reçoit les étiquettes fabriquées, admettons, chez vous, combien attendent de temps pour les employer? Combien de temps vont-elles rester collées sur la bouteille sans qu'elles se décollent? Voilà. Et après, je dirais, dans quel délai de temps faut-il que la bouteille revienne et être lavée pour les autocollants, donc décollables? C'est Fernand Reynaud qui peut répondre un certain temps. Mais... Non. Il y a des tests qui sont en cours parce que aujourd'hui, clairement, on n'a pas les réponses à tout. Ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas, au minimum, nous, ce que l'on fait en région Auvergne-Rhône-Alpes, pas d'utilisation au-delà de 12 mois d'une étiquette quand elle a été fabriquée. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand moi je fabrique l'étiquette, quand vous la collez, à partir du moment où l'adhésif est en contact avec le verre, sa réaction il va commencer à vieillir et à réagir. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut avoir une dégradation et un mauvais décollement au cours du lavage. Mais ça va dépendre de vraiment plusieurs éléments. Le premier, c'est le matériau. Il existe beaucoup de matériaux, j'ai parlé d'un type de colle, il y a au moins 14, 15 matériaux différents avec le même adhésif. Et on s'aperçoit que certains matériaux ont une utilisabilité plus longue et d'autres plus courte. Ça va vraiment dépendre si le papier il va laisser vraiment traverser l'eau pour que quand l'étiquette est collée, l'adhésif soit attaqué par les côtés mais aussi par l'intérieur, ou si il est vraiment un peu imperméable et là le temps, comme vous demandiez, va vraiment être assez long. Après, dans les conditions de stockage, vous remplissez souvent à froid, il y a de la condensation, donc c'est aussi un élément, l'eau est son ennemi, donc s'il y a trop de condensation, là c'est un problème, il faut étiqueter avant, il faut laisser sécher, enfin voilà. C'est vrai qu'il y a des contraintes techniques encore et on n'a pas toutes les réponses pour le lavage. Je suis désolé. Merci Fernand Reynaud justement pour cette réponse un petit peu. Et la dernière question, c'est pour vous. Bonjour, alors c'est plus un témoignage qu'une question. Moi j'ai créé une brasserie artisanale sur l'île de Mayotte dans l'océan Indien et je fonctionne à 100% en bouteilles que je lave et je voulais apporter mon témoignage comme quoi je défends un petit peu la microbrasserie locale et des clients qui reviennent. Je vends ma bière au marché et mes clients reviennent avec les bouteilles vides, ils repartent avec des bouteilles pleines. Je lave à peu près 500 bouteilles par semaine. Et c'est un formidable facteur de fidélisation pour les clients. Mes concurrents, c'est les grandes surfaces et la bière importée sur l'île. Et ça me permet au marché d'avoir ce récurrent. Par contre, j'ai un taux de retour que de 50%. J'ai des bouteilles avec un bouchon mécanique et les gens utilisent mes bouteilles pour stocker l'eau, pour faire du rhum arrangé, pour faire d'autres boissons. J'ai pas trouvé de solution d'étiquette pour l'instant, donc j'ai une étiquette en carton qui est accrochée sur la bouteille et j'ai une caisse en bois sur laquelle je mets les mentions légales. Voilà mon témoignage. Vous voyez Didier, je suis sûr qu'il est prêt. Je pense même qu'il va vous les livrer lui-même, vos étiquettes. Alors un témoignage de l'océan Indien, c'est pas rien quand même, hein. J'espère que vous l'avez entendu. C'était quand même notre dernière question. Je vous remercie encore beaucoup, bravo pour votre sollicitude. Et puis on se retrouve dans quelques minutes pour la prochaine conférence autour du bio. On sera heureux de vous y retrouver. Je vous rappelle que toutes les présentations, si les présentateurs ont donné leur accord, seront disponibles au téléchargement. Il suffit de s'inscrire à l'accueil. Il y a quelqu'un qui prendra votre adresse mail et vous adressera le moment échéant le lien pour pouvoir retrouver ces éléments-là. Et puis, je vous souhaite très bon après-midi. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour notre prochaine présentation. Merci à tous.